tournant du code de coexistence des sexes. Mais aujourd'hui, on a l'impression que chacun est en train d'écrire son code de son côté et qu'on va avoir de plus en plus de mal finalement à créer un code commun. Et ça se traduit au niveau on va dire au niveau individuel, vers une baisse des relations intrasexuelles au niveau amical, par une hausse de la solitude, par une baisse du nombre de relations sexuelles, par une baisse du taux de mise en couple, par une baisse de la natalité également. Dans un nouvel essai, Vincent Coquebert, vous faites le constat d'une guerre de sexe-cession. En d'autres termes, est-on entré dans une nouvelle guerre des sexes ? Alors, je dirais pas qu'on est entré dans une guerre des sexes, parce que c'est un conflit sans terrain, c'est une sorte de lutte sans bataille. Je parlais de sexcession parce qu'en fait, on est dans une culture du retrait, une désynchronisation, à mon sens, des affects, des relations, des représentations entre les hommes et les femmes, et notamment chez les plus jeunes générations, où ce phénomène-là est nettement visible. Et ça se traduit au niveau on va dire au niveau individuel, vers une baisse des relations intrasexuelles au niveau amical, par une hausse de la solitude, par une baisse du nombre de relations sexuelles, par une baisse du taux de mise en couple, par une baisse de la natalité également. Et ensuite, au niveau collectif, ça se traduit par des débats culturels entre les hommes et les femmes de plus en plus polarisés, des valeurs de plus en plus différentes, et parfois, dans certains pays, mais pas partout, mais aux États-Unis c'est très prégnant, en Allemagne aussi c'est très prégnant, parfois par des votes qui sont vraiment très différents entre les jeunes hommes et les jeunes femmes, où les jeunes hommes vont plutôt s'orienter vers des offres politiques conservatrices, voire pour certains réactionnaires, et les jeunes femmes vont plutôt elles se projeter dans des sphères progressistes, voire ultra-progressistes. Rentrons dans le détail, quels sont les signes de ce que vous appelez la désynchronisation affective et relationnelle ? Ça se traduit par déjà par un chiffre que j'avais trouvé très intéressant, qui était dans une étude Fracture française qui s'intéressait aux 15-30 ans, et où 45% des hommes, des femmes, mais aussi des hommes, étaient d'accord avec la phrase « Je comprends les femmes qui disent détester les hommes », qui révélait déjà, on va dire, une ambiance relationnelle assez peu apaisée. Ensuite, on se rend compte qu'on va dire dans les velléités de se lier avec un homme, chez les femmes, ça va être de plus en plus teinté de questionnement, voire de méfiance, voire d'hostilité. Et chez les hommes, ça va se traduire par ce que j'ai appelé la civilisation du cocon, donc en fait une sorte de repli sur eux-mêmes. Faute de réussir à entrer en relation avec le sexe opposé, ils vont partir dans une sorte d'isolationnisme numérique où, à travers ces bulles genrées que permettent les réseaux sociaux, ils vont aller à la recherche en fait d'un responsable à leur malheur, d'un responsable à leur frustration, et ça va être toute l'offre, on va dire, des entrepreneurs culturels masculinistes qu'on peut voir aujourd'hui, qui vont d'Andrew Tate à Alexis Chen, où quelque part ils vont dire écoutez, vous jeunes hommes, vous êtes malheureux, vous n'êtes pas bien dans votre peau, c'est la faute de la jeune femme émancipée. A contrario, les femmes sur les réseaux sociaux vont elles trouver de plus en plus de bulles également genrées, où on va présenter l'homme comme uniformément et structurellement hostile. Vous décrivez les mouvements masculinistes et dans une certaine mesure aussi féministes comme des mythologies modernes. Ces récits sont-ils désormais les seules identités disponibles pour les hommes et les femmes ? Alors en fait, je mets ça dans une perspective historique. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde vraiment les études sociologiques de la fin des années 70 jusqu'à la fin des années 2000, ce qu'on observe en fait, c'est non pas une séparation des sexes, non pas ce qu'on appelait la guerre des sexes, mais au contraire, une convergence des valeurs, une convergence des affects, un rapport à l'autre sexe nettement plus apaisé. Et on observe une bascule à la fin des années 2000, donc c'est la grande période de la crise économique, et quelque part qui est venue ensuite être suivie de manière très très proche par la démocratisation des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est créé ? Il s'est créé en fait un désarroi économique qui s'est transformé en désarroi identitaire, parce que quand les deux grandes promesses de la modernité, que sont le progrès continuel et l'invention de soi, ne sont plus tenues, ou tout du moins sont mises en doute et sont mises en incertitude, eh bien l'identité devient le dernier bastion de pouvoir, en fait, le dernier endroit où on a encore un peu l'impression d'avoir de la gentilité sur son existence. On va dire que cette crispation identitaire est venue ensuite trouver, à travers les réseaux sociaux, une mise en grammaire de sa frustration, de son désarroi, de sa colère, de son ressentiment. Pourquoi est-ce que je parle en fait d'enromancement ? Le romancement, c'était un phénomène qu'avait identifié l'historien Michel Pastoureau dans le Moyen-Âge tardif, où finalement les chevaliers n'avaient plus de grandes guerres à faire, politiquement c'était assez calme, donc on jouait à faire la guerre. On était dans une sorte de grand jeu de rôle, on va dire grandeur nature, avec les spectacles de pas d'armes par exemple. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui chez les masculinistes et chez certaines féministes, évidemment, je ne fais pas une sorte de grand amalgame de tout, c'est cette manière en fait de combler le déficit d'agentivité par une dramaturgie de soi, qui donner finalement le sentiment d'évoluer dans un grand jeu de rôle qui est parfois assez loin de notre quotidien, de la réalité et des relations qu'on peut avoir les uns avec les autres.
Ces bulles, ce grand jeu de rôle, justement, ils sont favorisés par les réseaux sociaux. En fait, je pense que les réseaux sociaux n'ont absolument pas créé la facture, mais l'ont amplifiée parce que c'est la mise en algorithme du ressentiment. Aujourd'hui, on le voit bien quand on s'intéresse aux études sur les études universitaires, hein, sur pourquoi il y a autant de jeunes gens et jeunes garçons qui sont sensibles au discours masculiniste. À l'origine, c'est pas parce qu'ils sont spontanément misogynes ou ils ont une sorte de haine des femmes intrinsèque, mais c'est parce que globalement, c'est des jeunes garçons qui sont complètement paumés, qui ne comprennent pas comment entrer en relation, qui ressentent des sentiments parfois d'aliénation, d'échec amoureux, d'échec économique, et qui vont se retrouver ensuite enfermés dans ces bulles de rétroaction négative, parce que les entrepreneurs culturels sont là pour faire du business quelque part, et sont là pour quelque part cultiver ce mal-être MALE, hein, si on a envie de faire un petit jeu de mots. Et donc évidemment que les réseaux sociaux, c'est à quel point en fait on a du contenu aujourd'hui qui est très sexué. Il va y avoir du contenu pour filles, du contenu pour garçons, et chacun va vivre ensuite dans des bulles complètement séparées et complètement hermétiques, qui vont en fait complètement déformer la réalité. En fait, il va venir une confirmation perpétuelle en fait de notre frustration, de nos peurs et de notre vision du monde, et qui tend de plus en plus à la déformer. Et donc je pense que ce qui joue dans cette guerre de sécession, c'est précisément on va dire une auto-asphyxion anxiogène qui tend en fait à nous faire percevoir l'autre sexe comme beaucoup plus lointain et beaucoup plus hostile qu'il ne l'est en réalité. Vous n'êtes pas très optimiste, vous écrivez à la fin de votre ouvrage qu'il faudra un effort personnel et collectif considérable pour parvenir à une trêve ou une réconciliation afin de construire une syntaxe relationnelle nouvelle. Pouvez-vous nous expliquer un peu cela? Ça paraît extrêmement compliqué et j'étais tombé sur une très belle interview de Marcel Gauchet dans Le Monde où il parlait de la redéfinition de la domination masculine en parlant finalement de la fin de cet imaginaire de domination, peut-être pas dans les médias, peut-être pas dans les livres de sociologie, mais en tout cas on va dire dans la vie réelle des individus, et il disait on est à un tournant du code de coexistence des sexes. Je suis complètement d'accord avec lui, on est à un tournant du code de coexistence des sexes, mais aujourd'hui on a l'impression que chacun est en train d'écrire son code de son côté et qu'on va avoir de plus en plus de mal finalement à créer un code commun. Et je cite à la fin du livre l'expérience de John Calhoun, qui s'appelle l'Univers 25. C'est en 1968, alors que on va dire dans tout l'Occident, la jeune génération essaye de renverser l'ancien monde. Lui, il essaye de créer une cité utopique pour petites souris. Et alors que sa petite utopie, avec vraiment très, très bien organisée, avec des mangeoires, de la nourriture partout, des espaces de nidification, aucun prédateur extérieur, et il pouvait accueillir jusqu'à 3500 souris, si je ne dis pas de bêtises. Et au bout du 600e jour, alors qu'il n'y avait que 2200 souris, en fait, d'un seul coup, tout s'est inversé. La colonie s'est autodétruite. Et elle s'est autodétruite non pas par manque de ressources, elle s'est autodétruite non pas par une attaque extérieure, mais par une disparition des liens sociaux et par des comportements de plus en plus asociaux des souris entre elles, qui ont fini par perdre en plus à la fin tout instinct de reproduction, et où est apparu un sociotype de souris il a appelé les Beautiful Ones, qui passaient leur temps à se nettoyer, à manger et à rien faire d'autre. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit de plus en plus de Beautiful Ones sur les réseaux, des personnes en fait qui passent leur temps à rendre le plus beau possible on va dire leur paysage existentiel, mais qui ne font plus du tout attention à leurs liens sociaux. Donc la leçon de son univers 25, c'est qu'évidemment qu'une organisation qui quelque part s'effrite de manière relationnelle, dans toute sa dynamique relationnelle, en fait, s'autodétruit. C'est évident que mon constat n'est pas excessivement positif et excessivement optimiste. Comme nous ne sommes pas des petites souris, j'espère qu'on a des capacités d'adaptation plus fortes. On peut espérer une fin qui ne soit pas celle de l'univers 25.